La victoire du Brésil contre l'Allemagne 2-0 lors de la finale du championnat du monde de football. Les 2 buts ont été marqués par Ronaldo, le Brésil qui remporte son 5e titre mondial. Les traditionnelles hausses du mois de juillet, alors que le SMIC sera augmenté légalement de 2,4%. La consultation des médecins augmentera tout comme la carte orange. Une bonne nouvelle, la gratuité des retraits par carte bancaire dans la zone euro pour les touristes français. Congrès mondial des dermatologues demain à Paris, plus de 8 Français sur 10 souffrent ou ont souffert de problèmes de peau. 5000 spécialistes réunis autour de thèmes comme celui de l'eczéma de l'enfant. Alors que se déroulent les défilés de la mode masculine, la maison Chanel rachète quelques-uns des plus grands ateliers de la haute couture, les broderies, les plumes et les strass qui menaçaient de disparaître. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche avec d'abord bien évidemment la finale du mondial devant un stade archi-comble et des millions de téléspectateurs. Le Brésil a obtenu sa 5e étoile, emmenée par Ronaldo. L'équipe réputée pour son attaque n'a pas déçu, bien au contraire, un parcours sans faute. Et de l'autre côté, l'erreur fatale du capitaine de l'équipe d'Allemagne, considéré pourtant comme le meilleur des gardiens de but. Christophe Duchéran. Ça, c'est du bonheur comme s'il en pleuvait, du bonheur à l'état pur, du bonheur de Brésiliens qui règnent sans partage sur la planète football. Ils sont seuls au monde, les Brésiliens, sur la piste aux 5 étoiles, un 5e titre de champion du monde, qui dit mieux? Personne ne dit mieux, évidemment. Les pronostiqueurs, et c'est leur métier de pronostiquer, avaient décrété que cette finale serait un face-à-face Ronaldo-Oliver Kahn. Et pour une fois, les pronostiqueurs avaient bien fait leur métier. Face-à-face il y eut, mais en première période, cela se résuma en un festival de Kahn. De la chance quand il en faut sur ce tir de Kleberson, car cette fois l'Allemand était dans les choux. Mais de la classe aussi sur cette reprise de Ronaldo. Résultat des courses au repos, les compteurs sont à 0. Chez des jaunes et verts, on crie, on y croit dur comme vert. Chez le peau-rouge allemand, on calme sa joie et on ménage ses plumes. En début de deuxième période, on a cru qu'on était reparti pour la guerre des Gaules. En effet, sur ce coup franc de Neuville, le gardien brésilien Marcos montre qu'à l'occasion, lui non plus n'est pas manchot. Conclusion, Marcos s'en lave les mains et Neuville s'en lave les cheveux. 67 minutes de jeu, Ronaldo fait tout son possible pour récupérer le ballon. Rivaldo en profite et tire au but, Kahn relâche bêtement le ballon. Ronaldo ouvre le score et Ronaldo confirme qu'en football à l'âge de 25 ans, on peut ressusciter. Surtout que 10 minutes plus tard, le demi-chauve marque son 8e but de la compétition. Tout à sa joie, les bras en croix, le Brésil et Ronaldo battent l'Allemagne d'Oliver Kahn 2-0. Je suis tellement content, disait Ronaldo après match. Ça fait tellement de bien après tout ce que j'ai vécu. C'était écrit dans la Bible du ballon rond qu'en 2002, après Jésus-Christ, le Brésil obtiendrait un 5e titre de champion du monde. Entre football et religion, les Brésiliens ont fini leur mondial par une prière pour remercier Jésus, comme qui dirait leur premier supporter. Un pays en liesse et un pays qui sait faire la fête. Le Brésil retrouve ses victoires d'antan et lave la défaite d'il y a 4 ans. Ambiance euphorique dans les rues de Rio et les félicitations du président brésilien Cardoso. Le Brésil a montré, dit-il, le meilleur football du monde. Et comme récompense, ce sont tous les fonctionnaires qui auront un jour férié mardi prochain pour le retour de l'équipe au pays. Julien Beaumont et Didier Dahan sur la plage de Copacabana. Pentacampeão! 5 fois champions, certains ont encore du mal à réaliser. Ils sont des milliers sur la plage de Copacabana, des milliers à s'être levés tôt. Ici, le match commençait à 8 h du matin, pas suffisant pour décourager les Brésiliens, des Brésiliens qui ne voulaient pas rester sur un échec. Nous sommes tellement contents aujourd'hui car la défaite de 98, elle nous reste en travers de la gorge. On était en France il y a 4 ans, on a gagné. Cette année on était 0, on n'a rien fait. On est Brésil aujourd'hui, on est là. Le match vient de terminer et déjà les écharpes rappelant les 5 victoires sont de sortie. Ah, c'en était trop. Je ne pouvais plus regarder, je préférais écouter. J'avais mon cœur qui battait fort. Le Brésil était sûr de sa victoire. Immédiatement, tout le monde s'est retrouvé dans la rue. Centre-ville bloqué, rue bondée, concert de klaxons. Ici, tout prend des proportions démesurées. Pour ce qui est de célébrer ce titre, faites confiance aux Brésiliens. Température 29 degrés et nous ne sommes encore que le matin. On attend encore beaucoup de Brésiliens sur la plage. Et tout ceci, ce n'est qu'un début. Les cariocas, les habitants de Rio, vont maintenant suivre les chars des écoles de samba dans les rues. Un défilé spontané. À Rio, le carnaval, c'est une seconde nature. Difficile d'être parfaitement bon joueur. Évidemment, la déception se lit sur tous les visages en Allemagne. Patrice Romden.
C'est ce qu'on appelle avoir l'art du contre-pied. Bien que perdants, ils manifestent leur satisfaction place de la victoire, même si le gros des troupes est resté groggy devant son écran géant. Allez, le temps de se reprendre, l'Allemand, grand amateur et connaisseur, reste bon joueur. Malgré tout, il faut reconnaître le mérite de cette équipe. Elle termine vice-championne du monde, mais c'est vrai, les Brésiliens étaient meilleurs. Ça ira, demain ce sera oublié. J'espère qu'on gagnera en 2006, chez nous. Potsdamer Platz, réputé ponctuel, les Allemands avaient battu des records aujourd'hui. 3 heures avant le coup d'envoi, on manquait déjà d'espace en ce lieu qui n'a rien d'anodin et symbolise la confiance retrouvée de l'Allemagne. Seulement voilà, Ronaldo avait décidé de finir meilleur buteur du mondial. Cela a au moins un avantage, on fait connaissance avec la communauté brésilienne de Berlin. La tristesse des supporters allemands masque un désarroi plus profond qu'il n'y paraît. Celui d'avoir manqué une occasion rêvée de pouvoir manifester, sans que cela soit mal interprété, leur fierté d'être allemands. Il y a eu le mondial de Zidane, il y a aujourd'hui celui de Ronaldo. C'est lui qui a signé les 2 buts de cette finale et il ramènera à Rio, sa ville natale, la 5e Coupe du Monde. Des larmes de bonheur après le doute de ces dernières années. Manuel Tissier. Ronaldo pleure comme un enfant, comme un héros submergé par le bonheur et les souvenirs. Sur la pelouse de Yokohama, les larmes du buteur renvoient 4 ans en arrière. Un soir de tristesse au Stade de France. Un 12 juillet 98, une autre finale. Ce soir-là, Barthez ne relâche pas le ballon. Ronaldo est malade, il a passé la matinée à l'hôpital. Il ne sait pas encore qu'il va y retourner souvent. Novembre 99, son genou lâche une première fois. Opéré à Paris, il reprend la compétition 6 mois plus tard, trop tôt. Tous les amoureux du football souffrent avec Ronaldo. Il va travailler dur pour prouver qu'il peut redevenir un phénomène de vélocité et de technique, le meilleur joueur du monde. Ronaldo y croit, et son chirurgien aussi. Le Brésilien a offert une place pour la finale à Gérard Saillant, son sauveur. Rencontre émouvante ce matin. Tu te souviens, il y a 2 ans, you remember 2 years ago? Il a toujours cru, c'est bien. Ronaldo est de retour et c'est une bonne nouvelle, car son génie est unique. Tout beau, tout neuf, il plane à nouveau sur le toit du monde. Nous vous le disions, le Brésil établit avec cette victoire un nouveau record, 5 étoiles, 5 titres mondiaux pour une équipe qui n'était pas donnée comme super favorite il y a un mois. Christophe Tortora. L'histoire d'amour entre le Brésil et la Coupe du Monde débute en Suède en 1958. Les spectateurs découvrent un gamin de 17 ans et 8 mois, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Une légende est née. Il inscrit 2 buts en finale et permet à son pays de remporter enfin le trophée Jules Rimet. Une victoire célébrée dans tout le pays. Déjà le tour de la ville, le bonheur, la gloire, et ce n'est pas tout. Ballons d'honneur, décorations et dons de toutes sortes, argent, propriété, sont tombés dans les mains des Pelé, des Vava, des Didi, dont les noms sont aujourd'hui pour le Brésil des noms de héros nationaux. 4 ans plus tard au Chili, Pelé s'est blessé dans le 2e match. Il suivra la Coupe du Monde des tribunes, ce qui n'empêche pas ses coéquipiers de conserver le trophée. Les Garrincha, Didi, Vava sont également des joueurs d'exception. La Coupe, c'est l'orgueil du pays, dira le président de la République. Elle fait oublier les difficultés économiques aux Brésiliens. En cela, elle est plus importante que le riz. En 1970, au Stade Aztec de Mexico, l'équipe du Brésil qui s'impose face à l'Italie est la plus forte de l'histoire. Pelé buteur, Pelé passeur, à bientôt 30 ans, il joue sa dernière Coupe du Monde et il offre à son pays le droit de conserver à tout jamais le trophée Jules Rimet. En 1994, aux États-Unis, seule la victoire est belle. Dunga soulève la coupe, le Brésil s'impose au tir au but encore face à l'Italie. Il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire. La suite de l'histoire s'est déroulée cet après-midi avec désormais 5 étoiles sur le maillot. L'équipe du Brésil est la plus titrée au monde, la fierté de tout un peuple. Et à Paris, il y avait de l'ambiance où se mélangeaient dans un même bonheur supporters brésiliens et français. Il est vrai que Ronaldinho, le milieu de terrain brésilien, joue au PSG. Diego Garcia Nimaranine. Paris, en vert et jaune, au rythme de la samba. Bienvenue à Copacabana sur Seine.
Avant même le match, il croit déjà à la victoire. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour le Brésil, comme une revanche. On a déjà 4 étoiles, on veut la 5e. 2-0, c'est l'explosion de joie, une joie sans retenue. Après la tension du match, ils se relâchent, ils n'ont jamais douté de leur équipe. Depuis qu'il a gagné le premier match, j'ai vu la force, le courage. Ferveur, délire, les supporters du Brésil ont mis du temps à rentrer dans la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils se rattrapent. La victoire, 5 étoiles. C'est pas facile, hein, il faut faire. Et ils l'ont fait. Le Brésil au firmament de la planète foot exulte. 5e titre de champion du monde, ça se fête avec un brin de provocation pour certains. Maintenant, on a gagné. Alors, France 2006, rendez-vous là-bas. 2006. Soleil, sueur, samba et le Brésil sur le toit du monde. Pour les Verts et Or, la fête ne fait que commencer. Les traditionnelles hausses du 1er juillet, certes, il y en a à côté par exemple la revalorisation légale du SMIC, mais pas de coup de pouce. Et de l'autre, des augmentations comme celle de la carte orange ou encore des consultations médicales dont nous vous parlons depuis quelques semaines. Le point avec Elisabeth Esley. SMIC, pas de coup de pouce supplémentaire cette année, mais juste l'augmentation légale, plus 2,4%, ce qui fait passer le salaire minimum horaire brut de 6,67 € à 6,83 €. Hausse des cotisations sociales pour faire face au déficit de l'assurance chômage. Elles augmentent de 2%, à la fois pour les salariés et pour les employeurs. Demain, c'est aussi l'entrée en vigueur des nouveaux honoraires des médecins généralistes. La consultation passe à 20 €. La visite à domicile à 30 €. Et comme chaque année le 1er juillet, changement de tarif des transports en Île-de-France. La carte orange augmente de 3,68%. Le coupon 2 zones coûtera désormais 46,05 €. Enfin, au rayon des baisses, cette fois, 3 célèbres fabricants de cigarettes changent leur prix à partir de demain pour certains paquets. Moins 10 centimes d'euros en moyenne, une baisse dénoncée par les associations de lutte contre le tabagisme. Parmi les bonnes nouvelles au 1er juillet, les retraits et paiements par carte bancaire seront désormais gratuits pour les Français lorsqu'ils se rendront dans la zone euro, une réglementation européenne qui a comme principe de se calquer sur la réglementation du pays concerné. David Boéry. Dans le centre de Rome, quelques touristes français en goguette. Certains se sont mis rapidement à l'heure italienne. On paie liquide. Si on se fait pirater, on nous pirate 1 000 € et on doit nous pirater la carte complète. Hein. Et voilà. Il faut dire qu'en Italie, le billet de banque reste le principal moyen de paiement. Et pour nos touristes français, il vaut mieux emporter en voyage des liasses d'euros. Car jusqu'à maintenant, utiliser sa carte bancaire en Europe n'était pas gratuit. Les banques françaises appliquaient en moyenne une commission de 0,5% pour les paiements et jusqu'à 7% pour les retraits aux distributeurs, des frais qui doivent disparaître à partir du 1er juillet. C'est plutôt encourageant, parce qu'on est amené de plus en plus à voyager en Europe et ça va faciliter les choses. C'est tout à fait normal qu'on puisse payer de la même façon partout. C'est l'avantage pour nous les Européens. Un nouveau règlement européen oblige en fait les banques à appliquer les mêmes tarifs dans l'ensemble de la zone euro que dans leur propre pays. Une bonne nouvelle donc pour les Français, car chez nous, l'utilisation de la carte est gratuite pour le consommateur. Les opérations à l'étranger représentent que 2% des transactions. Donc pour les banquiers français, c'est beaucoup et en même temps peu. Maintenant, il est vrai que comme les commissions étaient importantes à l'étranger, c'est un manque à gagner que les banquiers chercheront sûrement à compenser. Des banquiers qui n'ont pas encore réagi. Toutefois, certains grands réseaux facturent déjà les retraits d'argent effectués dans les distributeurs d'une autre banque. Une pratique qui risque à l'avenir de se généraliser. À partir de demain, s'il vous reste des francs, vous serez obligé de vous rendre à la Banque de France pour les changer. Et c'est vrai que 6 mois après la mise en circulation de l'euro, il reste une vingtaine de milliards de francs qui dorment dans les coffres, sous les matelas ou dans les vitrines des collectionneurs. Ainsi, 8% des billets de 500 francs n'ont pas encore été changés en euros, 5% des billets de 100 francs et pour les petites coupures, 48% des billets de 20 francs. Je vous rappelle les délais de récupération auprès donc de la Banque de France, 3 ans pour les pièces et 10 ans pour les billets.
Un mois studieux pour les parlementaires qui travailleront jusqu'au 3 août prochain. Tout commencera par le discours de politique générale du Premier ministre mardi prochain. On sait déjà que dans l'opposition, c'est François Hollande qui lui répondra. Autre certitude, un message du chef de l'État sera lu dans l'hémicycle. Arnaud Boutet, Alexandre Cara. Parce qu'il aime les petites phrases, Jean-Pierre Raffarin parle désormais du temps de l'action. Le gouvernement veut aller vite, mais dès mardi, c'est le nouveau président de l'Assemblée qui ouvre le bal. Jean-Louis Debré doit lire devant les députés un message de Jacques Chirac, car le président de la République n'est pas autorisé à s'exprimer au Parlement. Deuxième étape, mercredi, Jean-Pierre Raffarin prononce son discours de politique générale. Cette responsabilité, je l'accepte. En 97, Lionel Jospin évoquait la responsabilité. Il vantait la République. Nous entrons dans une époque nouvelle. En 69, Jacques Chaban-Delmas présentait sa nouvelle société. La déclaration, c'est l'acte fondateur de tout gouvernement. Jean-Pierre Raffarin devrait parler sécurité, dialogue social. En juillet, la session s'annonce chargée. 5 projets de loi. Le premier concerne l'amnistie des petites infractions routières et pénales et ne devrait pas aller plus loin. Je ne souhaite pas que dans le cadre d'une loi d'amnistie, il puisse y avoir une amnistie politico-financière, c'est très clair. Puis vient le texte sur la sécurité avant le collectif budgétaire qui portera notamment sur une baisse de l'impôt sur le revenu de 5%. Ensuite, il y a la justice et l'aide à l'emploi des jeunes en entreprise. Dans l'opposition, les socialistes ne sont pas convaincus par le Premier ministre. Il proclame qu'il est à l'écoute de la France du bas et il n'agit que pour ceux qui sont au plus haut. La décision a été prise en Conseil des ministres. Jean-Pierre Raffarin va réclamer un vote de confiance à tous les députés. Mais le résultat ne fait aucun doute car la droite dispose de la majorité absolue. En Corse, les nationalistes ont décidé cette semaine d'élire prochainement une Assemblée nationale provisoire. Ce projet leur semble une étape nécessaire, mais on retiendra de ce dimanche à Corté l'image plutôt inédite de Charles Pieri, sorti de prison aux côtés de Jean-Guy Talamoni, 2 personnages clés du mouvement indépendantiste qui semblent à présent réunis sous la même bannière. Le Charles de Gaulle de retour de mission, c'est demain que le porte-avions accostera dans la rade de Toulon. Sa première opération après les attentats du 11 septembre était de sécuriser la région autour de l'Afghanistan. 7 mois en mer est prévue dans l'après-midi demain la visite de Jacques Chirac à bord. Thierry Curté. Une première sortie opérationnelle très longue, 7 mois. Mais ce matin, les senteurs de Sicile rappelaient que le porte-avions nucléaire se rapprochait de Toulon. Signe ultime que la mission est terminée, le Charles de Gaulle a renvoyé son groupe aérien en France. Les pilotes saluent les 2000 marins du bord en formant une croix de Lorraine. Sur le pont, déjà un petit air de vacances. Pour nous, ça veut dire, ça sent le retour. On sent la maison, on sent déjà l'odeur de la Provence et de la France. Parce qu'en fait, c'est la France qui nous manque, tout simplement. 2 machines avant 130. Il est clair ici qu'on a oublié les déboires des débuts difficiles du porte-avions. Le commandant ne les évoque plus du tout. Il n'a en tête que le bilan de la mission qui s'achève. Est-ce qu'on a des butées tant techniques qu'humaines? Non, non, je suis prêt à repartir. Vous êtes peut-être prêt à repartir, mais est-ce que le bâtiment, est-ce que les hommes sont prêts à repartir? N'ont-ils pas besoin de souffler l'un et l'autre? Ils ont bien sûr une nécessité, ils ont envie de souffler, bien sûr, mais est-ce qu'il y avait un impératif technique de maintenance? Non. Le commandant estime qu'il aurait pu tenir la mer encore 6 mois. Le Charles de Gaulle a parcouru l'équivalent de 3 tours du monde depuis le 1er décembre. C'est demain que s'ouvre devant la cour d'assises du Nord le procès d'un policier qui a mortellement touché à Lille un jeune Algérien en avril 2000. On notera que dans cette affaire, l'homme est poursuivi pour homicide volontaire, une accusation extrêmement rare. Le rappel des faits, Yasmina Farber. Allez, cassez-vous là. Quand Stéphane Andolina sort de ce commissariat escorté par ses collègues, il sait déjà qu'il sera mis en examen pour homicide volontaire. C'est exceptionnel pour un policier. En patrouille dans la banlieue sud de Lille, le maître chien de 27 ans et son coéquipier sont alertés pour un vol de voiture. 2 jeunes gens sont dans le véhicule. L'un d'eux, Riyad Amlaoui, se baisse. Stéphane Andolina panique, tire et tue le jeune homme. Il n'était pas armé. Pour la justice, ce n'est pas de la légitime défense. Quand on arrive, qu'on tire à très près de la nuque, en plus donc derrière, de très près, qu'est-ce que c'est fait pourquoi hein? Pour tuer. Évidemment. Le policier est écroué,
Mais cette décision n'apaise pas les tensions. Le jour, les manifestations de soutien à Riyad Amlaoui dégénèrent. Et pendant 3 nuits consécutives, la banlieue de Lille va s'embraser. 2 ans plus tard, la cour d'assises va examiner les raisons de cette dramatique perte de sang-froid. Était-ce par exemple à la brigade canine d'effectuer cette intervention? La famille de la victime attend des réponses claires, non seulement de l'accusé, mais aussi de sa hiérarchie. Toute cette fin de semaine, nous vous avons parlé de ces interpellations de ressortissants roumains soupçonnés d'être à l'origine d'un réseau de mendicité utilisant des handicapés ou prêtant tutelle, parfois mineurs. À Nice et à Grenoble, 8 personnes ont été mises en examen et écrouées. Que d'émotions et de souvenirs pour ces 4 Lorrains qui, 60 ans après, sont revenus en Russie pour rendre hommage à leurs camarades morts en détention. Ces Français, que l'on appelle les malgré nous, avaient été mobilisés de force et obligés d'aller servir sur le front russe sous l'uniforme allemand. Hier, le Conseil général de Moselle leur a offert ce voyage du recueillement. Correspondance Dominique Derda. Sur les pavés de la place Rouge, l'ombre du souvenir. Plus d'un demi-siècle après la fin de leur calvaire, c'est une autre Russie que découvrent ces anciens combattants venus en pèlerinage. Aujourd'hui, ça vous fait quoi d'être là? Je suis heureux d'être encore de ce monde et d'être parmi vous. Et de venir en touriste? Absolument. Complètement. Vous êtes un homme libre, vous savez ce que vous faites. L'accueil qu'on nous réserve. Alors, oui. Ah, c'est autre chose. Ces hommes sont des malgré nous. Ils font partie des 130 000 Alsaciens et Mosellans qui, à partir d'août 1942, furent enrôlés de force dans l'armée allemande et envoyés sur le front russe. Prisonniers ou déserteurs, ils se retrouvent entassés dans des wagons à bestiaux et expédiés à Tambov, à 500 km de Moscou. Au total, ce sont près de 20 000 Français qui furent détenus dans le camp 188, un camp semblable à celui-ci où chaque jour le froid, la faim et la maladie emportaient les plus faibles. Plus de la moitié d'entre eux sont morts dans la forêt de Rada, et si la Marseillaise résonne dans la mémoire de leurs camarades disparus, les malgré nous attendent toujours que l'histoire leur rende enfin un véritable hommage officiel. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que la France reconnaît votre sacrifice? Ou pas encore? Non, non, pas tout à fait. Vous vous sentez un peu oublié? Un peu oublié, oui. C'est pour ça que je vous avais dit, mon dernier combat, c'est celui-là encore, d'être reconnu par le gouvernement français. Alors retour en France en 1945 ou 1946, il n'y avait ni tambour ni trompette pour accueillir ceux qui, contre leur gré, avaient porté l'uniforme allemand et seules leurs familles pleuraient les malgré nous qui ne sont jamais revenus. Le Danemark prend à partir de demain la présidence de l'Union européenne. Parmi les dossiers à traiter, celui de la pêche qui intéresse plus que tout autre ce pays qui est le premier pêcheur en Europe. Le Danemark qui pratique une pêche intensive et industrielle pour l'aquaculture. Paul de Genève, José Boulestex. Ce chalutier est si lourd qu'il semble presque couler. Dans ses cales, 600 tonnes de poissons. Ici, un bateau de pêche en remplace un autre. Sur les quais d'Esbjerg, ni crier, ni camion frigorifique, mais une usine. Ces tuyaux aspirent directement de minuscules poissons, des lançons. C'est le royaume de la pêche industrielle. Selon le projet de réforme européenne, le Danemark devra également détruire une partie de ces bateaux, mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus. La seule chose qui nous inquiète vraiment, c'est que les pêcheurs français ou espagnols n'obtiennent pas de la Commission européenne le même quota de bateaux à détruire que nous, les pêcheurs danois. Dans ces immenses filets, près d'1 million de tonnes de sprats ou de lançons sont pêchés chaque année. Une pêche intensive dénoncée par les pêcheurs français, mais justifiée par les Danois. Nous perturbons également l'environnement avec la pêche industrielle. Mais les espèces de poissons prélevées pour cette pêche industrielle le sont dans une limite qui respecte l'environnement biologique. Ces poissons n'iront pas sur les marchés. Impropres à la consommation humaine, ils sont cuits, broyés, séchés. Au bout de la chaîne, de la farine. Cette usine tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 220 000 tonnes de cette farine sont produites chaque année. De l'huile aussi pour des médicaments, des cosmétiques. Le Danemark exporte cette farine dans le monde entier pour l'élevage, mais surtout pour l'aquaculture.
Il faut entre 4 et 5 kilos de poissons frais transformés ensuite en farine pour l'aquaculture pour obtenir en bout de chaîne 1 kilo, disons, de saumon d'élevage. Cela fait 50 ans que le Danemark s'est spécialisé dans cette pêche industrielle, une position aujourd'hui idéale dans une Europe qui veut réduire le nombre de ses pêcheurs traditionnels. Le congrès mondial de dermatologie s'ouvre demain à Paris, un événement dans le monde médical. 5000 spécialistes réunis autour de ces affections qui concernent plus de 8 Français sur 10 qui affirment souffrir ou avoir souffert de problèmes de peau. Parmi les thèmes abordés, celui de l'eczéma de l'enfant qui embarrasse bien des parents et pour laquelle il existe pourtant des traitements. Jean-Daniel Flézaquier, Vincent Bouffartigue. Dans la famille Fernandez, les problèmes de peau on connaît. À 7 mois, Justine a une dermatite atopique, c'est-à-dire un eczéma du visage propre aux nourrissons. Adeline, la cadette, n'a rien sur la peau, mais elle est asthmatique. Céline, 9 ans en revanche, a elle aussi un eczéma. Cela fait 6 ans que Céline souffre de ce trouble de l'immunité. Ses bobos la démangent souvent, et quand elle se gratte à l'école, certains de ses copains ne sont pas très compréhensifs. Ils ont peur que ça s'attrape cette maladie-là. Tu leur dis que ça s'attrape pas? Bah oui, pourtant. Et ils te croient ou pas? Ils me croient pas du tout. 20% des enfants français souffrent d'atopie, un terme qui recouvre rhume des foins, asthme et eczéma. Les paupières également, tu veux bien que je retire tes lunettes? Voilà. Et elle a des lunettes que vous voyez sont en métal, hein? Oui. Et elle a un eczéma des paupières. Pour le traitement des lésions de la peau, il y a des crèmes contenant des dérivés de la cortisone. Efficaces dans 98% des cas, elles sont absolument sans danger. Mais elles sont souvent mal utilisées, le mot cortisone effraie les parents. Tu vois comment tu fais? Ils ont une peur affreuse et tous les gens de l'entourage leur disent que c'est très dangereux et on les culpabilise encore une fois, là en leur disant vous mettez des corticoïdes, il va avoir de l'asthme, il va avoir ci, il va avoir ça. Tout ça bien entendu ce sont des fantaisies de gens qui n'y connaissent rien, mais tout le monde participe à répandre ces idées. Hormis certaines situations particulières, il est également inutile de faire la chasse aux allergènes. Enlever la moquette, changer la literie et éviter les fleurs n'a aucun effet sur l'eczéma. L'enfant doit vivre dans un environnement le plus normal possible. Dans quelques mois, de nouvelles crèmes sans corticoïdes vont arriver sur le marché. En attendant, même si c'est contraignant, il faut continuer à passer la pommade. Et avec l'adolescence qui pointe, Céline a une motivation toute trouvée. J'espère te débarrasser rapidement de ces petits bobos là. Oui, pour que je sois plus belle. Comment passer ses vacances en utilisant l'euro à bon escient? L'exemple de la Belgique où les touristes français s'adaptent petit à petit. Julie Benzoni, Dominique Mas. Oui. Alors combien vous doit-on? C'est 11,50 € pour une demi-heure. Pour une demi-heure? Oui. 11,50 €, parfait. Oui. Les euros français alors? 11 € français ou 11 € belges? Pour les touristes de la Panne dans les Flandres, l'habitude de convertir est tenace. Et en attendant que l'euro devienne un réflexe, chacun essaye d'y trouver son compte. Nous encore, nous sommes jeunes, donc ça ne nous pose pas de problème, ça ne nous posait pas de problème de convertir. Mais c'est vrai que pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus simple. On lit le tarif, pas de problème, pas de souci d'être roulé. Je sais pas que c'est plus facile, on a l'impression de dépenser moins et en fait on dépense plus. Pourquoi? On a l'impression que c'est pour rien et en fait quand on fait la conversion, on se rend compte que c'est pas pour rien du tout. Attention donc, euro ou pas, avec le soleil et les vacances, les billets s'évaporent des porte-monnaies. 1,80 € s'il vous plaît. Pour atterrir dans la caisse de Mireille. Moi je trouve que ça simplifie pour tout le monde. Parce qu'ils partent en vacances, ils ont leur monnaie, ils ne doivent plus aller à la banque, il ne faut pas changer quoi. L'euro donne des idées voyageuses à certains. Moins de tracas, plus de calculettes et un sentiment nouveau. L'impression de ne plus être seulement un citoyen français. On visite souvent l'Europe et pour la première fois on s'est senti en Europe. C'est-à-dire on avait un langage commun, c'est l'euro. On parlait, dans les vitrines, c'était marqué 9,45 €. Ce point commun, les touristes belges le ressentent aussi quand ils viennent en France. Même s'il n'y a que 15 km à faire, ils s'avouent dépaysés. La France, c'est la France, la Belgique, c'est la Belgique. Et quand on vient ici en France, oui, on est à l'étranger. Aller à l'étranger tout en restant chez soi, c'est peut-être ça, l'Europe de demain. Les premiers jours de vacances pour les juilletistes avec l'engouement des Français pour la navigation de plaisance au point que les ports traditionnels n'arrivent plus à trouver de place. À Mandelieu, on a contourné le problème en créant un port à sec. Olivier Théron, Hervé Pozzo. Sur un plateau, c'est un peu le principe du port à sec. Lorsque le plaisancier veut sortir en promenade, rien de plus simple, un coup de fil à la capitainerie et ça y est.
Je viens, je demande à ce qu'on me sorte le bateau et puis normalement ça se passe assez rapidement. Le bateau est à flot dans les maximum un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Le capitaine et l'équipage n'ont alors plus qu'à embarquer. La promenade commence par une dizaine de minutes de navigation sur la Siagne, un fleuve côtier. L'occasion de reprendre le bateau en main. Un dernier pont et la Méditerranée est là. La baie de Cannes, les îles de Lérins, la mer, enfin. Comme eux, ils sont 800 à avoir préféré le port à sec de Mandelieu. Le concept est américain, il est arrivé en France il y a 12 ans. Déjà, les ports traditionnels commençaient à être saturés. Il y a un problème de place dans les ports traditionnels de la Côte d'Azur et de la France entière, problème qui ne fait que s'aggraver depuis qu'il existe la loi littorale qui limite, pour ne pas dire qui interdit l'extension des ports existants et la construction de nouveaux ports. Donc le principe du port à sec est une solution alternative. Avec des prix légèrement inférieurs aux prix pratiqués dans les ports traditionnels, le port à sec est lui aussi victime du succès. Il affiche déjà complet. C'est très pratique parce que l'hiver, justement, il est au sec et on a facilité d'accès, de nettoyer, de venir de temps en temps. Plus économique, plus écologique, de nombreuses villes de Méditerranée ou d'Atlantique sont intéressées par le concept de port à sec. Déjà, un deuxième port inland a été mis en service, à Hyères, dans le Var. Toujours des perturbations à Orly Sud. Depuis 48 heures, la grève du zèle des agents de sûreté continue d'entraîner des retards de plus d'une heure sur presque tous les vols. Orly Ouest semble suivre le mouvement depuis ce matin. Ce mouvement social pourrait d'ailleurs faire tache d'huile à partir de jeudi à Roissy, les agents de sûreté ayant déposé un préavis de grève illimité. À quelques jours du Tour de France se déroulait le championnat de France de cyclisme sur route. L'occasion dans les Hautes-Alpes de tester la forme des Français. Julien Hérisson. Voilà l'été, les championnats de France et le sourire de la famille Virenque. À une semaine de la grande boucle, on le dit en grande forme, mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Richard Virenque pense d'abord au maillot bleu-blanc-rouge. Je dirais, si le maillot on me le donne, je vais le prendre. Hein, donc, non, je suis là pour le prestige du championnat de France. Les coureurs passent, les années aussi, et la Virenque Mania ne semble pas avoir pris une ride. Ils sont une cinquantaine venus de toute la France, venus à Briançon pour encourager Richard, essentiellement Richard. C'est clair, je hais le vélo parce que le vélo, il faut se faire mal. Je déteste me faire mal. Par contre, j'aime beaucoup Richard. Un Richard Virenque au bon coup de pédale. Des supporters au bord de la route et les Alpes en toile de fond. Lors de ces championnats, il y a comme un avant-goût de Tour de France. À l'arrivée, c'est le jeune Nicolas Vaugondi qui devance au sprint Nicolas Jalabert et ses autres partenaires d'échappée. Je remercie tout le monde et voilà, il y a mon père, ma mère, mon frère, tout ça qui sont venus et je suis très content de gagner devant eux, quoi. À 24 ans, devenir champion de France, c'est du bonheur et à une semaine du Tour, ça donne sûrement des ailes. Place aux jeunes talents, on ne leur donne pas toujours l'occasion de se produire à côté de festivals comme celui d'Aix ou d'Orange. Un concert était donné aujourd'hui par de jeunes musiciens à l'hôpital Bretonneau à Paris. Olivier Lenuzat, Delphine Detré. Un prodige, de jeunes surdoués sortis du Conservatoire national supérieur de musique. Les grands festivals les ignorent, alors ils se produisent notamment dans des hôpitaux à l'invitation de l'association Jeunes Talents. La difficulté quand on sort du conservatoire, c'est qu'on est de plus en plus à jouer bien et que des festivals comme Jeunes Talents, c'est sûr que ça nous aide à se faire connaître, à rencontrer un public, à faire des rencontres aussi parmi les musiciens avec qui on va jouer plus tard. Je vous laisse accueillir Mathieu Godefroy et Patrick Langot. Je vous souhaite un très bon concert. Une heure de concert, au programme Haydn, Kodály, Ravel. Ici on ressent beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui permet aux malades qui sont un petit peu repliés sur eux-mêmes de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la musique. La musique, c'est quelque chose de merveilleux. Un récital à l'hôpital.
Le temps d'une après-midi, une cinquantaine de personnes ont voyagé au son de la musique classique. Un dimanche ensoleillé, et puis quelques notes qui ont réchauffé un peu plus les cœurs et les âmes. Les défilés de la mode masculine depuis hier à Paris. Aujourd'hui sur le podium, la collection d'Helmut Lang. Après 5 ans d'absence, il revient dans la capitale. Le couturier qui d'ordinaire était plutôt minimaliste signe une collection plutôt spectaculaire. Il a reçu de nombreux prix et a marqué de son empreinte depuis plusieurs années la mode masculine. Mode encore, mais dans un tout autre registre. La haute couture sauve les petits ateliers. Ainsi, Chanel vient de racheter le célèbre brodeur Le Sage et d'autres maisons célèbres pour leurs plumes et leurs fleurs. Ce sont les plus grands paruriers du monde. Ils risquaient de disparaître. Estelle Collin, Grégory Vasseur. Ici, on est encore au 19e siècle. 25 petites mains à la dextérité fabuleuse lissent plumes d'autruche, oiseaux de paradis et aigrettes au gré des caprices de la haute couture. Redonner vie à quelques 700 vautours et 200 faisans dans un manteau de plumes d'Yves Saint-Laurent, voilà toute la vie de ces plus grands paruriers du monde, commanderait le marié, des hommes de l'ombre qui participent à la gloire des collections. Le stock a été constitué au fil des ans et nous avons des oiseaux qui n'existent plus ou qu'on ne chasse plus parce qu'ils sont ultra protégés. De ces ateliers sont sortis des chefs-d'œuvre comme ici les vestes Van Gogh d'Yves Saint-Laurent ou encore les robes coromandel de Chanel. Un savoir-faire vieux d'un siècle. En résumant, pour le célèbre brodeur François Le Sage, c'est 9 millions d'heures de travail, 60 000 échantillons et 40 tonnes de perles, paillettes et passementeries. Ici aussi, on ne fait que du sur-mesure. La fameuse sandale beige à bout noir copiée à des millions d'exemplaires, c'est lui. Lui aussi devra bientôt penser à l'avenir de sa maison. Quand on est parti comme dans cet artisanat de chaussures ou d'autres dans la mode, on ne peut plus s'arrêter. Le paradoxe, c'est qu'on aime, qu'on est passionné et on voudrait, comme on dit, mourir sur la scène. Aujourd'hui, Chanel a donc décidé de protéger l'avenir de ses doigts d'or en rachetant ses maisons sans successeur. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. 20h50, les spécialistes, un film de Patrice Lecomte avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin. 23h30, le dernier journal Ève Mété. 13h, Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Excellente soirée sur France 2 et on se quitte avec ces images de Steve Fossett à bord de son ballon qui a entamé le dernier tiers de son tour du monde en solitaire et s'éloigne maintenant de la côte est de l'Afrique du Sud.